Et la déambulation se fera en présence de Pierrette, de Julien et de moi-même, qui vous accompagneront ce soir. Du coup, on vous a peut-être déjà un petit peu expliqué. Le principe de la déambulation, c'est avant tout de mettre en valeur le patrimoine historique de la faculté. On a hâte de vous faire découvrir les lieux qui sont symboliques, historiques. Voilà, on veut mettre en valeur les locaux de l'université. Et c'est aussi du coup voilà, de vous partager peut-être quelques prestations d'éloquence. C'est pour ça justement qu'on vous a fait remplir déjà préalablement quelques sujets. On a donc parmi vous 2 courageux volontaires qui ont été déjà désignés, que j'invite à avancer vers moi. Vous pouvez les applaudir. Et donc parmi les sujets que vous nous avez décrits dans un premier temps, On va regarder les sujets sur lesquels ils travailleront. Ils auront un peu plus d'une demi-heure pour travailler ces sujets-là. Et ensuite, ils nous feront une prestation pour débattre pour ou contre, selon le sujet qui est tiré. vous avez rempli le sujet. Ah oui. Alors là, je crois qu'il n'y a pas trop de débat. Alors, j'en ai un qui est intéressant. Pourquoi certains mettent des chaussettes avec leurs claquettes? Ça, c'est Donc, c'est-à-dire, on serait pour ou contre les chaussettes avec les claquettes? Je crois que ça va trop. Ça va trop loin? Est-ce aimer les animaux qu'avoir un animal domestique? C'est précis. Intéressant. Bon, alors, on a du pain au chocolat ou chocolatine. Est-ce qu'on rentre là-dedans? Je ne pense pas. Tout le monde est d'accord pour dire pain au chocolat? On a un sujet plus sur la santé qui est doit-on être soigné ou trop soigné? Qui est, je trouve, un sujet très intéressant et qui dépend des cultures. Donc, je trouve ça chouette. Nous avons aussi les sciences mènent-elles à la vérité. On va peut-être en choisir un. Oui. Faut-il interdire les épisodes de menaces? Oui. Il n'y a pas de débat. Celui sur les animaux, On reste sur celui sur les animaux, donc faut-il aimer les animaux pour avoir un animal de compagnie? Non, c'est D. Ah oui, est-ce aimer les animaux que d'avoir un animal de compagnie? Ah voilà, est-ce aimer les animaux qu'avoir un animal domestique? Le pour, le contre. Bien, on vous laisse les débattre. Vous avez une salle à votre disposition, bon courage, et bon courage. Et donc une fois le tour terminé, on les rejoindra ici pour assister au débat. Ok, bon. Alors, avant de partir en déambulation, j'aimerais vous inviter à regarder déjà autour de vous le magnifique hall dans lequel nous nous trouvons, tous ces détails. Il faut savoir que cette faculté, avant d'être celle des sciences de l'homme, était le couvert des étudiants de médecine et de pharmacie de Bordeaux jusqu'aux années 1960. Donc c'est maintenant un monument classé historique. Les plans originaux ont été dessinés en 1877 par le célèbre architecte parisien Jean-Louis Pascal, qui fut choisi sur concours parmi une multitude d'autres candidats qui voulaient mener à bien ce projet. La mosaïque sur laquelle vous vous trouvez d'ailleurs a été réalisée entre 1888 et 1889 par le célèbre mosaïste vénitien Gian Domenico Facchina, qui a notamment travaillé sur l'opéra de Paris. Vous pouvez lire d'ailleurs là entre vos pieds la devise Pro Scientia Urbe et Patria, qui signifie les pays pro science, et qui était en réalité à l'origine le pseudonyme que Jean-Louis Pascal avait choisi pour le concours. Bon alors maintenant que je vous ai un petit peu fait le tour de ce lieu, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience ensemble. Alors je vais vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux s'il vous plaît. Et laissez-vous guider par ma voix pendant quelques instants. En entendant ma voix, vous acceptez que votre imaginaire se débride et vous vous autorisez à voyager dans le temps. Nous sommes en 1880 et la construction vient de débuter. Vous sentez le contact de la pierre fraîchement posée sous vos pieds. Elle vous permet de vous ancrer fermement dans ce sol sans ressentir la moindre perte d'équilibre.
voyez de la fierté. Tout comme vous, il participe à l'histoire de ce lieu. Les années se succèdent et les pierres s'amoncellent, laissant dans l'air une odeur particulière, identique à celle d'un lieu sacré. Mais le vent s'engouffre encore ici, et vous pouvez ressentir les courants d'air caresser votre nuque. Le temps continue à s'écouler, et 8 années passent avant que l'édifice ne soit enfin achevé. Vous observez maintenant les mosaïques posés un à un, tous les morceaux de pierre qui forment ensemble le sol de ce vestibule. Depuis cette époque, 133 printemps sont passés, et vous avez la chance de vous tenir ici, sur ce même sol, qui fut déjà foulé des centaines de milliers de fois avant votre arrivée. Appréciez cet instant, appréciez votre chance, prenez une grande inspiration. Bon, ben nous pouvons commencer. Allez-y, suivez-moi. Par ici. Avance un petit peu, je vous laisse. La République, rien que ça. Proche possible, si possible. Bon, alors pendant que vous observez ce magnifique tableau, nous allons aller dans un des 2 plus vieils amphithéâtres de la faculté, donc l'amphithéâtre Gintrac. Vous allez pouvoir voir en entrant que les assises sont disposées sur une pente vraiment très ardue, tout simplement car à l'époque, cet amphithéâtre accueillait des dissections de corps humains et cette pente permettait à tous les élèves de pouvoir voir le corps sur la table de dissection. Alors, on a été prévenu un peu à la dernière minute qu'un cours allait se dérouler dans cet amphithéâtre, mais pas de panique, on a prévenu, on va pouvoir quand même entrer, s'installer, observer un peu le lieu, écouter un peu le cours et partir plus tard sans faire chier. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors par contre, rentrer le plus vite possible, on va peut-être perturber trop Voilà, longtemps. pour perturber le cours, on va devoir se faire un peu. Sur une convergence de Riemann, car on peut déterminer des intervalles de convergence en prenant 3 méthodes fondamentales d'approximation. L'approximation de Lagrange du haut, l'approximation de Besson avec les gardes fixes, et enfin la méthode du point fixe. En revanche, si on prend une probabilité non uniforme, c'est-à-dire sur un intervalle continu défini sur son espace prédéfini en pré-hilbertien, on réalise que la convergence n'est pas tout à fait réalisée. C'est pourquoi je vous demande à chaque fois de reprendre le lemme de Patou qu'on a utilisé la dernière fois pour reprendre ce qu'est le limite 1, la limite sup, parce que le masse de limite sup n'est plus ni moins que la limite 1. Il se pourrait donc que, vous voyez, merci beaucoup. Et je vous invite donc à revoir le cours qui vient de s'achever. Jusqu'à la dernière miette de mon est. Et je n'aurai rien d'autre à dire pour aujourd'hui. Ça devient fragilité, je vous vois un peu là. Car voyez-vous, décidément, n'est pas lucide et mature qui prétend être. Ou du moins, qui ne réalise pas que le sens de la responsabilité animant votre civisme estudiantin est en errance. Oh, ma douce France, diraient vos contemporains, n'est-ce pas? Comment diable pouvez-vous mener une vie alors que celle-ci se fait sans vous? Oui, vous n'êtes ni plus ni moins que les témoins d'une vie à laquelle vous songez sans étoffe, et surtout que vous enviez sans volonté. Voyez-vous, le cours d'arithmétique a commencé à 17h pétante. Vous voilà arrivé à 19h30. Soit 1h30 de beauté, de jubilation et de savoir mathématique qui s'est faite sans vous. Tout comme ce beau film d'ailleurs que ont bien voulu me projeter vos camarades en passage dans le hall, premièrement pour pondérer ma tension artérielle, et ensuite pour m'échapper de ce réel tellement morose. Mais je dois dire quand même que pour une fois vous réalisez un miracle. Vous réussissez une démonstration.
celle de l'incompatibilité de vos aspirations avec la religion de la curiosité scientifique. Religion d'ailleurs qui ne demande qu'à vous excommunier, comme moi de vous virer de ce magnifique amphithéâtre, sans émoi, parce que vous n'êtes ni plus ni moins, à mes yeux, que les pires symptômes et complications fécales de cette ère, pour lesquels d'ailleurs même Gintrac n'aurait rien pu faire, voyez-vous. C'est d'autant plus désolant que je dois dire qu'il me suffirait d'observer. Qu'observer, me direz-vous, tout trivialement, vos accoutrements, vos comportements, ni plus ni moins, en un mot, le néant. Sachant qu'on part d'une sollicitude infantile et d'une naïveté animant toutes vos révoltes futiles, je dois dire que, avec ce rythme, vous n'allez devenir que les apparatchiks de la compagnie créole, avec un délégué de promotion qui, cherchant constamment à être aimé Césaire, n'hésite pas à être l'acteur principal de tous les épisodes où j'ai dû vous reprendre quand vous tourniez en dérision mes procédés pédagogiques. Par exemple, Baise pour Bolzano-Vastras, ou encore le théorème de Stone-Tukey, ou comme j'aime bien l'appeler comme mes collègues aux États-Unis, le sandwich jambon. C'est exactement ce rictus que je suis en train de mettre avec tout à l'heure, monsieur. Vous pouvez poser vos questions quand votre professeur finit de parler, avec un peu de décence. Merci. Je dois dire donc que la constance de votre médiocrité, à chaque fois que je dis par exemple les homos pour les homomorphismes, on appelle l'admiration. Quelle admiration! Est-ce que vous n'allez pas hésiter une seconde à me taxer de boomer dans les couloirs? Car oui, maintenant est boomer celui qui prétend et ose jurer que c'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant. Parce que de mon temps, par exemple, la drôlerie allait de pair avec la théorie. La jeunesse pouvait s'articuler avec la finesse, l'assiduité et enfin la subtilité. L'amour, c'est comme l'arithmétique. Ça commence par un bisou, on s'envoie Euler dans la grange, et ça se finit par des gosses. Tout contre-exemple de votre part ne serait que mauvaise foi. Et n'est pas Évariste Galois qui veut, mort à 20 ans, révolutionnaire crédible, parti effectivement avec les stigmates d'un système éducatif saboteur, à tort je vous l'accorde, mais du moins qui ne s'adonnait pas au dorlotement actuel à raison. Je vous invite donc à reprendre le cours dans le plus grand des calmes. N'importe quoi ce cours. Vous dites, ah vous vouliez parler depuis tout à l'heure. Et voilà. Monsieur le professeur de mathématiques, monsieur le maître de conférence, monsieur croit tout savoir, monsieur nous fait la leçon de morale. Mais monsieur n'est qu'un réactionnaire. Monsieur nous parle de révolution. Mais la révolution, monsieur, c'est l'unité. La révolution, c'est l'indépendance. La révolution, c'est ne pas mentir ni violer des principes éthiques fondamentaux comme le respect de tous les êtres humains. La révolution, monsieur, c'est l'humilité, la modestie et la bienveillance. Sentez-vous cette pointe de suffisance et de supériorité chez notre académicien? Il n'est plus temps pour nous de prôner la patience et de tendre l'autre joue en restant assis sagement à notre place. La seule façon pour nous de lutter face à cette oppression est de se soulever ensemble face à l'oppresseur. La révolution, c'est s'émanciper par ses propres efforts et par tous les moyens nécessaires. Et si nécessaire, c'est un idéal pour lequel nous devrions être tous prêts à mourir, ici et maintenant. Le savoir est une arme, et il est temps de se battre. Il est temps de choisir entre les balles et les mots. Les balles et les mots qui nous libéreront de ce genre de situation asservissante et infantilisante. Les balles et les mots qui atteindront leur cible en plein cœur. Et laissez-moi vous donner un petit conseil. Plus on se rapproche de sa cible, et moins on a de chances de la rater.
Prenez-en conscience, monsieur. Vous n'avez plus d'amour dans le cœur. Aujourd'hui, seule la colère remplit votre cœur. Et vous voudriez que nous partagions cette colère? Vous voudriez que nous nous sentions accablés par cette colère, comme vous l'êtes si tristement? J'en termine. Arrêtons avec l'illusion que les armes peuvent résoudre tous les problèmes de ce monde. Les bombes tuent ceux qui ont faim. Elles tuent les malades. Et elles tuent les ignorants. Mais les bombes ne tuent pas la faim. Elles ne tuent pas les maladies. Et elles ne tuent pas l'ignorance. Et vous Comment continuez à donner osez-vous des leçons. Comment osez-vous Dans l'enseignement public, monsieur Comment osez-vous En 68, c'était pareil. Vous allez finir par ça, pédophile. Comme en 68, avec des pavés. Vous n'êtes qu'un anarchiste. De pavés. Vous n'avez pas la méthode. Vous pouvez sortir. Mais oui, vous n'êtes pas de ça. Vous n'êtes pas la hauteur de maths. Et vous n'êtes pas la compétence de vos professeurs. Tous les jours, je me réveille. Une agrégation de la recherche. De savoir. Comme ce qu'on a dit, un pédophile de pacotille. En 68, c'est pareil. C'est ça, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Je peux appeler la sécurité. J'appellerai la sécurité. Comment appeler la votre professeur? L'emblème du savoir, l'emblème de la compétence, l'emblème de la transmission. Une université publique qui pense plus que vous. Public, je vous le dis. Tout le monde va bien? Tout le monde est là? Ok. Bon, on tenait à s'excuser pour ce qui vient de se passer. Ce n'était pas prévu. On peut quand même en retirer que quand il y a des divergences d'opinion, il faut en discuter, ça fait avancer les choses. Calmement, c'est mieux, mais il faut en discuter. Bon, alors si tout le monde va bien, passons à autre chose. Nous voici maintenant arrivés dans cette cour d'honneur de la faculté. Vous pouvez me suivre. Avancez sans crainte. Donc allez-y, venez dans cette magnifique cour d'honneur qui à la base devait être le plus grand amphithéâtre de la fac. Au final, ils ont abandonné ce projet, et voilà avec ce magnifique endroit. Vous pouvez observer en haut 14 figures qui représentent de grandes personnes du sud-ouest de l'époque, c'est-à-dire de l'époque. Je tiens à vous rappeler qu'en venant ici, vous avez signé pour une décharge et vous n'êtes pas responsable des moindres choses qui pourraient vous arriver. Bien qu'il ne devrait rien vous arriver, ben, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais Pardonnez bien, ma chère. Enfin, j'espère cette forme d'impolitesse que j'ai pu avoir en prononçant ces paroles intimes. Elles ne sont pas le reflet de mes pensées, mais uniquement le fruit de paroles prononcées avec désarroi. Pensées submergées de voix de l'éternité. J'entends des voix. Oui, ces voix dans ma tête. Non, autour de moi, dans ce lieu. Sont-elles? Elles murmurent, elles me viennent, elles traversent. Sont-elles humaines? Sont-elles réelles? Sont-elles vivantes? Je ne peux le dire. Elles semblent venir de là, du donneur de parole aux paroles l'honneur d'ailleurs, tel étrange concept inventé par l'homme, pour l'homme, à la dignité morale et à la parole d'honneur. J'entends l'honneur, oui, du latin honos, honoris, caractérisant la marque de considération des hommes envers les dieux, la royauté, la seigneurie. Dans ces murs, oui! Dans ces murs, à la rugosité, symbole du passage du temps, dans ces murs, aux fresques médiévales, nous entendons l'honneur de l'homme. J'entends les murs. Écoutons.
Des paroles se perdent. L'honneur se perd. D'ailleurs, aujourd'hui, que représente-t-il dans les manchettes du monde? Un monde infini à la population grandissante et aux écueils innombrables. Il nous parle d'honneur, mais comment en faire preuve? 7,7 milliards en 2022, 9,7 milliards en 2050, 11 milliards en 2100. J'ai peur. Tout cela m'effraie. J'entends la terre. Vous l'entendez? À la forme ellipsoïdale, répétée sans cesse, continuellement, son mouvement. La Terre, à la superficie de 510 millions de kilomètres carrés, n'est qu'une infime partie de l'univers, un petit point bleu, en rotation, autour de son étoile. 80 milliards d'années-lumière. À ce mot, une question me revient sans cesse. Que sommes-nous face à l'éternité? Serons-nous insignifiants? Nous sommes ici, seuls, à contempler des millions de galaxies. Quel sens est-il d'étoiles à vrai dire? Et à déambuler, tels des somnambules, égarés et autocentrés? Des grains de sable dans nos déserts? Des gouttes d'eau dans nos mers? Mais qu'en est-il de l'univers que nous ne voyons pas? Perdu au sein de cette oasis de vie. La conséquence de nos actes nous échappe. Et que des papillons, nos actes ont de grandes conséquences. Alors oui, j'entends l'honneur se perdre face à la grandeur du monde, à la décadence du monde. Est-ce que j'entends réellement ces voix, ces paroles, ou est-ce mon esprit qui me joue des tours? Je ne peux le dire. Petit à petit, des paroles se perdent. Je vois ce monde sombrer, perdre ses valeurs. J'entends de moins en moins. Je n'entends plus. Le salut se rapproche et les murs se moignent. Eh bien, je pense que vous en conviendrez avec moi. Il ne faut pas juger sur les apparences. C'est important parfois de se décentrer un peu, de prendre conscience de tout ce qu'il y a autour, de prendre du recul. Je vais vous laisser méditer sur cette magnifique déclamation et je vais laisser la suite à moi-même. Alors effectivement, déclamation, certes, c'est une forme d'art oratoire que vous venez d'écouter. Je vous laisse avancer un petit peu en même temps. Parmi les arts oratoires qui existent, l'art du conte est un des plus célèbres. Dans cet art du conte, il y a un conteur. Et lorsque le conteur dit yécric, le public répond yécrac. Je vais vous laisser faire l'expérimentation. Yécric. Très bien, et effectivement, quand le conteur a terminé son histoire, le conteur recommence. Yécric. Et le conte est terminé. Voilà. Donc c'est une bonne chose à savoir, c'est une tradition dans l'art oratoire du conte. Maintenant, nous allons passer de la cour d'honneur qui est ici à la cour des terres en bas, et comme ça, nous allons passer par les escaliers. Tu sais, les chauffages qui marchent sur le plat.
Alors, par exemple, dans ces escaliers, il y a une chose intéressante à constater, c'est l'écho. Par exemple, ah! L'espoir de te revoir. Vous savez, je suis grand quartier. Et bien que je n'y connaisse pas grand-chose en amour, avec un grand A, plutôt avec le petit avant-goût de reviens-y, je sais une chose. Plus j'avance, plus je grandis, et plus j'aime ce que je fais. On dit que l'amour rend aveugle, mais il ne rend pas sourd. Et j'ai entendu des bruits de couloir qui portent sur mon amour. Alors, j'aimerais me décrire comme Atlas, fort, puissant, courageux. Mais cet amour est si agréable à porter. Et je dois vous avouer que je me suis souvent senti seul, isolé, incompris. Et j'insiste sur le fait que tu as détenu la clé de tous mes malheureux problèmes. Je t'admire actuellement, et je t'admirerai. Mais malheureusement, la Terre ne peut porter tous mes doutes et tous mes questionnements. Si je veux trouver des réponses, je dois aller les chercher. Je me souviens encore de ce matin, mais mon regard est illusoire. Il ne me reste plus que le soir. Ce soir, je ne suis pas sûr de revoir mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Alors, c'est pas tous les jours qu'on croise Meunier, hein. Sacré Meunier. C'est vraiment pas tous les jours qu'on le voit à l'université. Vous avez de la chance. D'accord. Alors, je vous laisse venir par ici. Je vous laisse venir. Alors, avant de rentrer dans le cours L'éther, on va passer par cette salle parce qu'on a la chance d'avoir un automate fourni par l'INRIA, qui est l'Institut national de la recherche en technologie et j'ai perdu technique digitale, sciences du digital, qui nous a fourni un automate et qui a des programmes préenregistrés, et on va vous présenter un de ces programmes. Donc je vous laisse bien respecter le programme en silence pour laisser l'automate s'exprimer. Et il y a vous pourrez vous mettre au chaud, il y a des sièges pour s'asseoir, normalement pas de... Hop, avant de rentrer. Vérification des passes sanitaires. Mauvaise blague. C'était trop fort. Ah non, Bien, merci à tous d'avoir presque pris place.
Je vais vous laisser fermer la porte. Donc nous allons lancer en aléatoire un programme de parole qui va parler, qui va débattre sur un sujet tout seul. Donc voilà, vous avez la technologie, alors normalement. Ouais, attends, non, celui-là, il fonctionne pas sur la droite, ouais, non, Ah ouais. c'est toujours sur la gauche. Ah oui, c'est vrai, à gauche. C'est vrai. Sujet aléatoire. Pour ou contre les femmes scientifiques? Pour. Premièrement, la moitié de l'humanité est constituée de femmes. Et il n'est pas sérieux que la société se passe de la moitié de ses atouts. Deuxièmement, en 2022, aucune personne sage pourrait imaginer une société qui n'est pas égalitaire et paritaire. Troisièmement, la femme, quand elle fait de la recherche, elle ne trouve pas le temps pour faire des enfants, ce qui est un avantage considérable pour faire face à la surpopulation. C'est un argument écologique incontestable qui permettra de sauver la planète. Contre. Premièrement, les hommes sont faibles et ils ont besoin de femmes pour s'occuper d'eux et les rassurer. Deuxièmement, les hommes ont construit une société équilibrée depuis des siècles. Nous n'allons quand même pas tout gâcher maintenant. Troisièmement, la femme, d'après la science, a un cerveau plus petit que celui de l'homme. Et nous en conviendrons, la taille, ça compte. On va juste passer normalement notre salutation. Très bien, j'espère que vous vous êtes tous réchauffés, toutes et tous réchauffés, et après cette belle prestation et cette belle leçon donnée sur les femmes et la science, donc c'était un des programmes, il y en a plein d'autres. Après on n'a pas énormément de temps, donc on vous fait que celui-ci, et peut-être que vous pourrez revenir pour voir les prochains. On vous laisse poursuivre. Venez me rejoindre, vous pouvez venir jusqu'ici, jusque devant moi. Je vais bien vous mettre devant moi juste ici. Ah non. Voilà, on va attendre tout le monde. Attends les derniers du groupe. Je vous laisse bien avancer le plus proche possible de moi, parce qu'on est en extérieur pour que tout le monde puisse entendre correctement. Donc nous nous retrouvons ici dans le cours L'éther, qui était autrefois, Pierrette, si je ne me trompe pas, un jardin botanique. Tout à fait, c'est ça. Voilà, qui est à la construction et qui, dans les années 2010, est devenu cette cour plus adaptée aux étudiants pour leur permettre de se détendre entre leurs cours. Et en tant que bon jardin botanique, il reste des exemplaires de plantes qui sont présentes. Ah putain, mais il m'a fait mal, le con! Il va voir de quel bois je me chauffe! Mais chut, Marie, faut rester discret. Bienvenue, les visiteurs. Vous hallucinez pas? Ici, l'appel de la nature. Je sollicite votre attention parce que j'ai un très important message à vous transmettre. Mais ça marchera jamais! Ils sont trop bêtes, ils font toujours que de la merde. Mais oui, ce sont des moutons. Ah, pas de mouton, toi! Liane, au secours! Oh, pardon. Je parlais des mammifères ruminants domestiqués à toison laineuse et frisée. Ils ne savent pas penser par eux-mêmes.
Ils sont à la merci de la poissonnerie. Comment peut-on encore croire en ces théories fumeuses propagées par les Illuminati alors qu'il a été démontré 1000 fois que nous autres plantes n'avons aucun besoin d'eau pour vivre? On veut simplement nous plonger dans la dépendance pour mieux nous contrôler ou, qui sait, nous éliminer. Ils me désespèrent par leur ignorance. Mais non, ils ont de bonne volonté, ils aident, ils font de manifs, ils prennent conscience des choses et se battent pour elles. Et mon cul, c'est du lichen. Dans la manif, à part faire du bruit, se bourrer la gueule, il faut rien. Putain, l'autre fois, il y en a même un qui a vomi sur Donald. Ah, j'en ai encore les faits qui collent. Quand un coup pour faire taire. Oh, ok, je compatis. Bien étrange, je compatis. Mais ils font aussi bien d'efforts en dehors. Il y a de plus en plus de produits éco, ils font un effort, tu vois. Vous devez les reconnaître, même un peu. Oh, faut pas pousser mémé dans les orties, hein. C'est que du marketing, de la poudre aux yeux pour mieux leur mettre la carotte derrière. Carrément. Une carotte pour les moutons. La putain de merde. Ah, mais une autre fois avec les moutons. Arrête. Ok, mais faut garder l'espoir. Il y a toujours des gens qui sont impliqués pour faire évoluer la situation environnementale. Il y a plein de gens qui font de petites actions au quotidien pour aider la planète. Si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous ne voulez pas les voir. Oui, mais justement, ils peuvent trier leurs déchets autant qu'ils veulent. Tant que les grosses entreprises et les États prendront pas de décision ferme, ça servira à rien. Bien sûr, ce sont les puissances, États comme multinationales, qui sont responsables de la grande majorité des actes. Mais ces puissances ne sont là que grâce à vous. Chaque petit geste compte. Et c'est au final la masse qui vaincra. C'est votre action réunie qui pourra faire plier les grandes puissances telles David face à Goliath. Ouais. Exactement. Continuez. Triez vos déchets. Vous rentrez dans leur jeu. Vous les laissez tels des moutons, des animaux. Vous guidez dans leur filet. Le véritable moyen de lutter, c'est d'arrêter de trier. Faisons-leur comprendre qu'ils nous auront pas, que nous ne leur lâcherons pas les racines. Le meilleur moyen de les vaincre, c'est de les laisser seuls. Nous devons organiser le suicide collectif des masses. Alors sortez les rotophiles et javel pour tout le monde. Ok, arrête-toi. Je vais te dire une chose. Pour une fois, je pensais que tu allais dire quelque chose de cohérent. Mais pas du tout en fait. Comme d'habitude, tu dis que des conneries. Eh ben, on n'a pas le cul sorti des ronces, hein. Décidément, t'es toujours aussi tordu de la branche. Tu me casses les baies, putain. Et au pire, on les emmerde. Et on fait la grève de la photosynthèse. Ah voilà, ça c'est une super idée. C'est pas pour jeter des fleurs, mais ça c'est brillant. Ah, mais non. Arrête. Ok. Calmez-vous les buissons, faut pas se mettre comme ça, c'est pas la fin des haricots. Laissez les manifs et les mauvaises idées de côté et venez fumer un peu d'herbe avec moi. Mais oui, il faut fumer. Ne voyez-vous pas qu'on vous ment? La drogue n'a aucun effet néfaste. Bien au contraire. Contrairement à cette saloperie d'eau qui n'est là que pour vous abrutir et vous rendre docile. Ne buvez plus. Fumez. Mais déconne! Tu fumes tes propres feuilles maintenant? Non mais ça va pas! Et pourquoi pas un shot de glyphosate pendant que t'y es? Ah mais faut pas exagérer comme ça. C'est une forme de récréation. En plus, je suis très ferme sur l'idée que ça t'aidera énormément à contrôler tes problèmes de colère. Parce que t'as un problème et tu dois le reconnaître. Laisse-moi t'aider, ça va pas là, hein. Bon, écoutez, vous me faites tous chier, j'en ai marre, ça me saoule, je me casse. Bon, j'ai pris Racine, donc moi je peux pas me casser. Du coup, c'est ceux-là qui vont se barrer là. Allez, cassez-vous, cassez-vous. Allez, dégagez, on y va. Oh, allez, On va les laisser tranquilles. moi j'en ai marre, je reste là. Moi, il y a que dalle. Alors, c'est pas tous les jours qu'on peut assister à ce genre de choses, hein, effectivement. C'est les spécificités des buissons du jardin botanique de l'Université de Bordeaux. Nous allons pouvoir continuer pour la suite de la visite, hein. Je vais vous laisser me suivre. Une petite anecdote historique que j'aimerais voler à Pierrette. Vous avez ici les anciens bâtiments, bâtiments principaux, les bâtiments de la faculté de médecine. Et sur votre gauche, des bâtiments plus récents qui ont été construits postérieurement, qui sont les bâtiments de pharmacie. Enfin, qui étaient, puisque maintenant, comme Pierrette l'a rappelé, ce sont les bâtiments de la faculté de sciences humaines. Je vous laisse donc me suivre pour la suite de la déambulation, qui j'espère nous réserve encore quelques surprises. On va donc se diriger sur la gauche, pour un petit problème d'orientation, pour
venir sur la cour des langues, le passage est étroit. Voilà, donc là, on voit tout de suite qu'on arrive sur le côté ancienne faculté avec le fait que ça va pas tout bien. Les murs sont un peu... Vous pouvez me répondre, hein, ça va? Ça va? Ok. Bien sûr que ça va. Vous m'aurez répondu quoi? Que ça va pas trop en ce moment. Que vous êtes hésitant dans pratiquement tous vos choix. Vous savez même plus si votre place est vraiment là, dans cette fac, dans cette ville, dans cette vie. Mais vous restez ici. Parce que c'est plus confortable. Parce qu'au fond, où qu'on aille, on ne changera pas. Ça va? Ça va. On ne veut pas vraiment savoir. On ne veut pas vraiment exprimer nos émotions devant ces gens. Enfin, cette société stérile en sentiments, on fait semblant. Et on masque nos visages d'enfants. Ça serait trop dur de ressentir tout ce bordel incessant. Et puis de gérer les émotions des autres. Les émotions. À force de les nier, on les oublie. On devient blasé. On est bien mieux. Sans colère, sans tristesse, sans peur, sans colère, sans dégoût, sans... On est tellement plus que ça. On est tellement plus que ça. Quoi qu'on y veuille, l'évidence est là. On est trop sensible. On ressent tout. En fait, et on ne peut pas étouffer ce qui se passe là. C'est pas possible. On ne peut pas faire semblant. Parce que c'est ce qui nous permet d'être vivants. Même de se sentir vivant. Prendre conscience. Prendre conscience de tous ces moments qui sont uniques, qui restent gravés au fond de nos crânes, qui nous ont provoqué tout ce tas d'émotions, qui nous ont montré qu'on était sensibles et humains. Quand je marche dans la rue, seule, quand je discute avec mes potes jusqu'à pas d'heure, quand j'avoue quelque chose à ma mère, quand de mon grand-père j'ai appris le décès, puis quand je suis tombée amoureuse, c'était génial, quand je me sens trop grosse, et puis quand je vous parle aujourd'hui, et puis quand je joue un morceau magnifique, quand j'ai appris que la vie n'avait pas de sens. Tous ces moments, on en a besoin. Ils sont vitaux, je dirais même qu'ils justifient une partie de notre vie. Sérieux, on a une vie. Pourquoi en être spectateur? Osons, crions, faisons. Mais on reste immobile. On est complètement paralysé. On se regarde, on regarde les autres. Mais je connais ce sentiment, je le connais par cœur. C'est ce qu'on appelle la peur. Ce que je pense de moi, ce que vous pensez de moi, ce que je pense que vous pensez de moi, et ce que vous pensez que je pense de moi. Puisque je pense que vous pensez de moi, que donc je pense que vous pensez que du coup, moi je pense que vous pensez à vous. Sérieux, c'est ça votre excuse? La peur, c'est pas une raison pour pas vivre. Elle est là pour nous faire réagir. Elle n'est pas là pour nous immobiliser. Alors non, je ne vous demande pas de gueuler au milieu de votre amphi. Je ne vous demande pas de donner une tarte à votre patron ou de hurler dans le tram. Non. Non, ce qu'il faut, c'est trouver cet équilibre. Trouver cet équilibre entre ce qu'on peut exprimer et ce qu'on a besoin d'exprimer. Le problème, c'est qu'on a un petit peu oublié ce dernier. Faut se demander ce qu'on aime, ce qu'on a besoin de dire, ce qu'on a besoin de crier, se replonger au fin fond de nos problèmes et enfin les exprimer. Je vous dis pas que c'est facile. Regardez, je gesticule devant vous.
c'est un petit peu ridicule. J'essaye de vous faire des leçons de vie et finalement, je peux pas vous promettre que demain, j'irai pas cacher une partie de qui je suis. Mais je me serais sentie en vie, je me serais sentie exister. J'aurais commencé à trouver cet équilibre qui nous permet de répondre « ça va » et de vraiment le penser. Bien. Trouver l'équilibre entre ce qui peut être dit et ce qu'on a besoin de dire. Vous l'avez oublié, vous aussi? En tout cas, ça me fait réfléchir. Moi, ça me fait toujours du bien de croiser les étudiants de la fac de philo dans le coin. Mais je vous laisse avancer parce que il y a encore d'autres choses à voir dans cette fac et ici, ce que j'adore, là vous avez un escalier, alors, il est un peu semblable à celui qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est des boiseries, mais mon Dieu, mais des boiseries, vous avez vu ce travail, à savoir que cet escalier-là qui date de la construction de la faculté, donc en 1880, comme nous disait notre chère Pierrette en tout début de... Attends, je crois que ça a frappé. C'est étonnant ça. On va laisser, je vais monter, je vous laisse me suivre un petit peu, hein, on va laisser passer monsieur. Je vous laisse monter un peu dans les escaliers s'il vous plaît, messieurs, dames. Là, maintenant, se mettre en bas si vous voulez. Il y en a qui peuvent rester là. Donc vous laissez le passage un peu, hein, qu'il puisse passer. Pas plus haut, pas plus haut, pas plus haut. Les crics? Il est Vous êtes parfaitement à l'heure. C'est intéressant la façon dont chaque chose, même la plus insignifiante, se produit nécessairement à l'exact bon moment, n'est-ce pas? Vous avez des questions, je sais. Des questions sur lui, sur qui il est, sur ce qu'il fait, sur ce pourquoi il le fait. Et c'est normal. Aujourd'hui, vous avez vécu quelque chose. Quelque chose de spécial. Mais rassurez-vous, si je suis là aujourd'hui, si je suis venu à votre rencontre, c'est pour répondre à ces questions. Seulement, et parce que certaines histoires méritent d'être écoutées plutôt que d'être entendues, je vais vous demander de vous asseoir. Merci. Si tu peux s'asseoir avec vous, ceux qui sont peut-être plutôt en escalier, vous pouvez descendre un petit peu. Gustave Philippe Meunier. C'est lui. Celui que vous avez vu. Ou en tout cas celui qui vous avez. Et ici, voici son histoire. Est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes assis, je veux dire, en ce moment même, dans une faculté de sociologie, de psychologie pour certains, d'anthropologie pour d'autres? C'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de la réponse. Car voyez-vous, ce sol, il a connu bien des carnages. Et avant que cette faculté n'accueille les étudiants de sciences de l'homme, elle accueillait d'antan les génies et les inventeurs de la médecine d'aujourd'hui. Prenez quelques instants et imaginez. Les hommes et des femmes en blouse blanche s'empressant dans les couloirs, les étudiants nouvellement arrivés, perdus dans l'abysse de cette bâtisse, les visiteurs, perdus eux aussi, mais face à la nouveauté, face au progrès, des malades et des aliénés que l'on accompagne et parfois même que l'on soigne, et parmi eux, Meunier. C'est lui le personnage de notre histoire. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, la tête basse mais le regard braqué vers des rêves. Meunier est brancardier ici. Ou plutôt, pour être plus exact, ancien étudiant devenu brancardier après avoir échoué à répétition son cursus de médecine. Certains pensent que s'il n'a pas réussi à devenir médecin, c'est parce qu'il n'en a pas les capacités. C'est un mensonge. Ce
qui fait défaut à Meunier, c'est avant tout sa vision. Meunier n'est pas intéressé par le soin. Meunier n'est pas intéressé de sauver quiconque. Meunier est en quête. En quête de répondre à la grande question. En quête de répondre à la question qui est celle de la vie, et donc celle de la mort. De ces deux états reliés, et qui pourtant s'opposent. Ainsi donc, vous vous en doutez, le rôle de brancardier lui va à ravir. Car si en surface ce sont les différents enseignants, en anatomie, en physionomie, en neurologie, et encore en chirurgie, qui dissèquent les corps dans des amphithéâtres, c'est en profondeur que Meunier prépare et fait circuler les corps. C'est dans ces tunnels mêmes qu'il se livre à une double vie. Celle d'un professionnel en logistique qui approvisionne le professorat en enveloppe charnelle, et celle d'un chercheur, ermite, avide de vérité, qui étudie les cadavres. Les corps, il les étudie, il les observe, il les annote, il les détaille. Il les regarde d'un œil grand ouvert, de près, de très près, de très très près, et souvent même d'intérieur. Beaucoup donc pensent que c'est cette vie, ou plutôt cette survie qui les mène dans la pénombre, qui est la raison première de sa folie grandissante. La triste vérité est différente. Ce sont les travaux eux-mêmes de Meunier qui l'ont conduit à la folie. Meunier, aussi brillant qu'il soit, aussi ingénieux qu'il soit, c'est pertinemment qu'il ne pourra jamais mener à terme ses travaux. Pour cette énigme, il n'a qu'une seule clé. Dans cette quête de trouver un passage, il connaît le royaume des vivants et ignore tout celui des morts. Ainsi donc, après une décennie marquée par la recherche, par l'acharnement et par le déni, et alors que cette faculté s'apprête à devenir celle que nous connaissons aujourd'hui, Meunier décide de franchir le cap, de plonger une fois pour toutes, droit dans le mystère. En septembre 1962, Meunier se donne la mort au bout de ce tunnel. Personne ne sait ce qu'il a trouvé là-bas. On est simplement sûr que ce n'est pas la clé qu'il cherchait dont il n'est jamais complètement revenu. Vivant, il criait son amour pour les morts. Mort, il crie son amour pour les vivants. Funeste discours, n'est-ce pas? Je vous invite à quitter les morts et leur funeste allégation pour rejoindre le royaume des vivants. Souvenez-vous cependant de la faute d'Orphée, et en quittant le royaume d'Hadès, ne vous retournez pas. Bien, nous revoilà dans la cour d'honneur, donc nous avons traversé tout à l'heure. Je vous laisse y avancer un petit peu. Nous allons pouvoir nous diriger promptement, ou pas d'ailleurs, vers le hall où nous étions au tout début, où vous êtes arrivés, pour assister au débat final de cette déambulation. Alors on va s'arrêter un peu là, le temps que nos derniers... Pardon ? Ouais, bah oui. Voilà, je laisse les derniers des escaliers nous rejoindre. Rappelez-vous, tu leur as expliqué? Oui. Ah, d'accord. Ben, non, Vous avez complété du coup des papiers tout à l'heure. Vous avez rempli, vous avez donné des propositions de sujets. Tous ne seront pas traités là-bas, un seul a été choisi. Mais par contre, ça ne nous empêche pas d'en lire quelques-uns. Et vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de... si ça vous évoque quelque chose. Par exemple, les sciences mènent-elles à la vérité? Ah, c'est un peu épistémologique comme question, on va passer. Hein. Si quelqu'un a un avis à donner, qu'il n'hésite pas, il se Est-ce lever qu'il y a la un main. philosophe dans l'assemblée? On a chat ou chien? Alors, chat. Ah, pourquoi? Pourquoi chat? Pourquoi? Le chat, ça évoque la douceur. Et le C'est chien? Le chien, c'est plus féroce. C'est pas faux. On aime la férocité, n'est-ce pas? C'est pas faux. Quelqu'un voudrait répondre quelque chose? Non, pas de team chat. Yes.
Ah si, d'une chien. Ah, alors pourquoi chien? Ah, chien. La fidélité déjà, c'est pas mal. La fidélité. Bon, On a entendu quelqu'un souffler, je n'aimerais pas être ta copine. La peur est-elle utile? Ça inspire les gens, on va passer à un autre... Ouais, moi j'aime mieux coquelicot ou chantilly? coquelicot. Pourquoi coquelicot? J'en ai tatoué sur le bras. Ah, voilà. C'est une bonne raison, on va même pas demander s'il y a d'autres... Après, on a des grands classiques tels que pain au chocolat ou chocolatine. Est-ce qu'il y en a des pains au chocolat parmi vous? Ah, Alors on va y rigoler, vous allez devoir quitter l'assemblée. Et oui, parce qu'on a une pièce avec plein de viennoiseries qui vous attendent pour vous récompenser de ce choix. Non. Qu'est-ce que tu nous fais, C'est absolument faux. Peut-on imposer un débat? Ben nous, on va le faire en tout cas. Nous allons vous imposer un débat qui va nous attendre dans la pièce juste à côté. Non, le débat ici, pour ou contre la coupe mulet. Mais on peut faire avant. Pour? Ah, des hommes debout, pourquoi? C'est atypique. On aime l'originalité ici, bien sûr. C'est le style. Bon, on a aussi les sujets récurrents des fans de foot tels que Real Madrid ou FC Barcelona qui retombent. Exactement. Exactement, il est temps. Révolution nous. Ouais. Donc là, on assiste à une offre fracassante. Alors là, j'ai vraiment une question existentielle. Pourquoi certains mettent des chaussettes avec leurs claquettes? Bah, en fait, on va faire plus simple. Qui est pour et qui est contre le laisser avancer un petit peu? Je vous laisse avancer un petit peu dans le fond, sans rentrer, sans les discuter, ce que je Venez chez vous un petit peu, par ici. Voilà, comme ça. Ceux qui sont derrière les pieds, je vous laisse juste vous passer entre et vous rapprocher à peine de nous. Et maintenant que tout le monde est là, on va accueillir nos deux orateurs qui vont pouvoir faire ce débat qu'on rappelle sur... Ce n'est pas est-ce de l'amour que d'avoir un animal de compagnie. Est-ce aimer les animaux Est-ce aimer les animaux que d'avoir un animal de compagnie? Tu es, rappelle-nous, contre, tu es pour. On peut les applaudir et les encourager de la fois. Non. Non. Moi, ce n'est pas de l'amour envers les animaux que d'avoir un animal de compagnie. De compagnie. J'espère, et j'imagine que ici, vous avez tous fait votre expérience de l'amour. Aimer quelqu'un et être aimé. Bon, j'imagine que parmi vous, certains parfois se sont satisfaits de simplement la compagnie de quelqu'un. Ils ont eu l'illusion que c'était de l'amour. Mais j'aimerais ici redéfinir un peu et vous expliquer ma dimension de l'amour. Pour moi, l'amour, ce n'est pas vouloir être heureux avec quelqu'un. Ce n'est pas non plus vouloir rendre heureux l'autre. Pour moi, l'amour, c'est vouloir l'autre heureux, indépendamment de nous. Ce n'est pas vouloir être la source de ce bonheur, c'est voir l'autre heureux, s'en satisfaire, que ce soit près de moi, loin de moi ou par l'autre. Mais ici, je deviens un peu trop sentimental. Restons un peu sur des chiffres. Savez-vous que 100% des animaux volontairement abandonnés étaient les animaux de compagnie? Fou comme donne. Parfois, lorsque je me balade à Bordeaux et que je me surprends à sourire en voyant un laboratoire qu'on va appeler ici Bobby jouer avec son maître, j'ai toujours ce sentiment un peu doux amer de me dire que oui, le chien il est heureux, mais il n'est pas maître en fait de sa vie, il n'est pas donc maître de son bonheur. C'est ça en fait, il n'est pas maître, car le maître c'est l'humain. Il y a une hiérarchie. Et pour moi, lorsqu'il y a une hiérarchie dans une relation, on ne peut pas vraiment parler d'amour. D'ailleurs, est-ce pour vous de l'amour que d'offrir un être à un humain? Car oui, c'est ce qu'on fait parfois. Même emballer dans de jolis cadeaux que vos doigts hypocrites ou inconscients iront liker sur des vidéos Instagram.
Car oui, c'est trop mignon d'imiter le chien. Dirait-on, j'ai une chienne de vie, si l'on respectait ou si l'on aimait ces chiennes à qui l'on impose du coup leur mode de vie. Car oui, permettez-moi de vous apprendre, j'imagine que vous comme moi, vous avez déjà eu, vous avez un chien, un chat ou tout autre animal loufoque, en un mot et pas deux. Un animal de compagnie. Et oui, car du coup, je vous l'apprends, ils ont besoin de nous. Et c'est pas un besoin comme nous on a d'eux, sentimental, faire des caresses c'est super sympa. Non, ils ont besoin de nous pour vivre, pour s'alimenter, parfois pour faire leurs besoins ou se soigner. Et ce besoin, on leur a imposé. Et pour moi, encore une fois, l'amour part d'une envie et pas d'un besoin. Donc non, pour moi, ce n'est pas de l'amour. Mais je pense que si on ne peut pas affirmer que aimer les animaux est compatible avec avoir un animal de compagnie, c'est surtout parce que l'humain ne sait plus aimer. L'humain aime mal en fait. Car ses comportements, il fait avec ses semblables aussi. Il ne fait pas que avec les animaux. Il a ces choses de maître parfois. Parfois on a besoin de quelqu'un au lieu d'en avoir envie et on le confond avec de l'amour. D'ailleurs, l'être humain est la seule espèce, enfin il n'est pas la seule espèce à aimer, mais il est la seule espèce à posséder dans son amour en fait. Et il est la seule espèce à posséder d'autres espèces. Ça repose aussi une question de est-ce qu'on peut vraiment posséder un animal ou une autre personne. Et finalement, lorsque je fais toutes ces réflexions, je me dis qu'on est peut-être tous le Bobby de quelqu'un, si ce n'est soi-même. Merci. Mademoiselle, je vous aime. Monsieur, je vous aime. Madame, je vous aime. À chacun, à chacune, je vous dis ces trois mots, porteurs d'un amour, d'une affection profonde, qui témoignent de cette affection que j'ai pour vous. Alors pourquoi ne pourrais-je pas la porter à un être qui n'est pas bipède comme vous et moi? Pourquoi ne pourrais-je pas porter une telle affection, aussi profonde qu'elle soit, à un être qui marche à quatre pattes, à un chat, à un chien, à un cheval, à un âne? Après tout, ne sommes-nous tous pas des animaux? Certes, certains achètent des animaux. Certains adoptent des animaux ou achètent ces animaux-là pour leurs propres besoins, pour combler leur propre vide et pour eux-mêmes. Mais n'est-ce pas un acte d'amour que d'adopter un animal sans foyer et de lui offrir un foyer, un toit, un endroit pour dormir, pour se réchauffer, de la nourriture? N'est-ce pas là un acte d'amour immense que l'on ferait pour n'importe qui? Et pourquoi ne pas le porter à un animal, justement? Ne serait-ce pas là un acte d'amour envers les animaux que d'adopter justement ces animaux comme Brigitte Bardot qui défend la cause animale? C'est une autre façon de le faire. Pouvons-nous aimer les animaux de compagnie? Amour et compagnie ne défendent pas, enfin ne veulent pas, ne renvoient pas même à un même concept qu'est la réciprocité des sentiments. On voudrait nous faire croire que vivre heureux serait de vivre seul. À cela, un seul seul. Votre humanité, motrice de l'amour que vous portez à votre bébé ou à votre bébé. On vous remercie pour votre beau débat. Je suis un petit peu
Mais on va encore vous appeler quelques mots. Donc, si vous voulez bien, je vous invite à nous rejoindre. Qu'est-ce que tu dis, Pierrette? On va boucler la voûte. La voûte. Tu veux dire que là où tout se commence, tout se termine. Et tout recommence. Et tout recommence en effet. Bien, je vais vous retourner vers moi. Merci encore une fois pour nous avoir suivis dans cette déambulation dans le site Victoire de l'Université de Bordeaux. On espère sincèrement que ça vous a plu, on espère que vous avez passé un bon moment, on espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez découvert des nouvelles façons de parler, des nouvelles façons de s'exprimer, des différents arts oratoires proposés ce soir. Avant de partir, on va vous laisser sur quelques mots qui ne sont pas les nôtres, qui sont des mots que nous avons empruntés à Charlotte Delbourg. Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas ou une danse. Quelque chose qui vous justifie. Vous n'aurez pas le droit d'être habillé de votre peau. De votre poil. Apprenez à marcher. Qui arrive. Ce serait trop bête si à la fin. Le temps soit mort. Et que vous viviez Sans rien faire de votre vie. Bon, alors encore une fois, merci beaucoup. On espère vraiment super sincèrement que ça vous aura plu, qu'on vous aura fait un peu voyager avec vos pensées et que vous repartez avec plein de bonnes choses. Juste avant de se quitter, un dernier petit mot. Quand on est entré dans l'amphithéâtre tout à l'heure, il y avait un film qui tournait en fond. C'est réellement un film que des étudiants de l'université ont produit. Il est encore en train d'être tourné en ce moment, donc il dure vraiment 5 minutes. Donc si vous avez un peu de temps, vous pouvez aller voir ce film. 3 minutes seulement. Il dure 3 minutes seulement, alors voilà, c'est juste à côté, donc on peut vraiment aller voir le travail de mon camarade aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je tiens particulièrement à remercier aussi, parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais je tiens particulièrement à remercier Alexis. Alexis qui a chapeauté tout ce projet depuis le début de l'année, avec qui, en fait, qui anime l'atelier d'éloquence. Et je pense que voilà, il aurait pas eu tout ça. Et c'est un travail colossal, croyez-moi, de réunir tout ce beau monde sur 2 créneaux horaires différents, avec tout le monde qui a des agendas compliqués à mettre ensemble. On n'est jamais à l'heure, on part tout le temps en avance. Donc croyez-nous que c'est compliqué pour réussir à produire quelque chose comme ça, donc vraiment il le mérite. C'est à notre droite, le film.